Bien, ben, c'est parfait. Bien, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous poursuivons les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'IA transforme notre éducation et notre culture. Et après avoir accueilli la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et avant de recevoir très prochainement la DGESCO, nous auditionnons cet après-midi les spécialistes au sein de l'administration du ministère de l'Éducation nationale des nouvelles technologies. Nous remercions pour leur présence M. Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation. Bonjour, Monsieur le directeur. M. Axel Jean, chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au sein de la sous-direction de la transformation numérique. Et M. Elie Alouche, chef de projet recherche appliquée, IA et éducation. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris sur votre temps pour nous rejoindre. En préambule, il pourrait être utile que vous nous exposiez les compétences transversales, excusez-moi, qui sont celles de la direction du numérique. La création de celle-ci en 2014 dit combien le numérique, et demain l'IA bien sûr, affecte l'école et l'enseignement supérieur dans toutes leurs dimensions. Comment votre action s'articule-t-elle avec celle des autres directions et organismes compétents? Vous disposez probablement d'éléments sur les effets qu'a eu l'introduction du numérique à l'école. Quel bilan en tirez-vous? Le parallèle avec l'IA vous semble-t-il pertinent ou a-t-on affaire à une révolution technologique d'un autre ordre? N'est-il pas risqué de s'engager dans une utilisation massive de l'IA à l'école sans disposer du recul nécessaire, notamment sur ses conséquences en termes cognitifs? Au-delà de ces effets qui tiennent à l'usage par les élèves eux-mêmes, l'IA semble également vouée à bousculer les méthodes pédagogiques mises en œuvre au sein de l'institution scolaire. Que l'on pense au rôle de l'enseignant ou à la façon d'apprendre et d'évaluer, il ne fait pas de doute que l'IA remette en cause les fondements mêmes de l'école. La personnalisation des apprentissages, inédite et rendue possible par ces nouveaux outils, pourrait constituer à cet égard, euh, et à condition d'être encadrée, une opportunité. Quel regard portez-vous sur ces transformations et quel accompagnement jugez-vous nécessaire pour les équipes pédagogiques, mais aussi pour les élèves et leurs familles? Je voudrais ajouter à ces questions liminaires le fait que Mme Calvez et moi avons auditionné cette semaine différents acteurs, notamment EdTech, hein, la galaxie EdTech, et puis ce matin même l'école 42, et que ces personnes ont toutes exprimé une forme de regret ou de frustration, c'était le mot qui a été prononcé, sur ce qu'ils ont appelé les hésitations du ministère et de la DNE à contracter avec elle ou à accepter une coopération avec l'écosystème de l'EdTech. Alors, vous me direz si ces reproches sont justifiés ou si, au contraire, vous êtes engagé dans la voie d'une coopération avec tous les acteurs de l'IA éducative. Alors, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire, Monsieur le Directeur, de 5 à 10 minutes, après quoi Madame Calvez, rapporteure de la mission, vous posera des questions qu'elle a préparées à votre attention. Vous avez la parole, Monsieur le Directeur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Donc là, je suis le directeur du numérique pour l'éducation. Cette direction réunit à la fois ce qui est le lot de toute direction du numérique ministérielle, à savoir une direction des systèmes d'information. Nous gérons l'ensemble des systèmes d'information du grand ministère de l'Éducation nationale. Mais nous sommes également la direction qui s'occupe de la transformation numérique du système éducatif et notamment de ce que l'on appelle le numérique éducatif, c'est-à-dire le numérique au service de la pédagogie des apprentissages, comment le numérique peut être utilisé en classe par les enseignants et les élèves. Et cette question du numérique éducatif est un sujet de débat depuis bien longtemps, avec un débat parfois très binaire et très tranché entre les pro-numériques et les anti-numériques. Et avec un amalgame souvent fait entre des usages qui sont très différents, qui vont des usages les plus intelligents et les plus émancipateurs aux usages les plus addictifs et asservissants, et tout cela étant synthétisé derrière un terme qui est les écrans, sans distinguer les usages qui en sont faits. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé pendant toute l'année 2022 à bâtir collectivement, donc j'insiste sur le collectivement,
c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs du ministère, que ce soit des enseignants, les académies, les opérateurs du ministère, l'ensemble de la communauté éducative avec les élèves, les parents d'élèves, les collectivités territoriales qui sont un acteur essentiel dans la mise en place du numérique pour l'éducation, les entreprises représentantes de l'EdTech en France, ainsi que voilà, l'ensemble des acteurs. On a travaillé sur une stratégie du numérique pour l'éducation. Je crois que vous l'avez bien identifié au vu du questionnaire que vous nous avez fait parvenir. Donc c'est une stratégie qui s'appuie sur une période 2023-2027, qui a été publiée donc en 2023 et donc une version nouvelle a été publiée en fin d'année dernière pour actualiser notamment au vu de ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle et notamment générative. Et donc cette stratégie, elle axe sur deux grands aspects, si je devais la synthétiser très rapidement, à la fois sur les compétences numériques et sur le numérique comme outil au service des apprentissages et de la pédagogie. Sur les compétences numériques, je crois qu'il n'y a plus de débat, c'est-à-dire qu'il y a un constat fait que le numérique et désormais l'intelligence artificielle, qui en ça est d'abord un sous-ensemble finalement du numérique. Le numérique est omniprésent dans tous les métiers, dans nos vies sociales, de citoyens, etc. Et donc l'école a un rôle essentiel à préparer nos enfants pour en faire demain des citoyens éclairés, qui soient à l'aise dans leur métier, dans leur vie citoyenne, dans leur vie sociale, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, il n'y a plus de débat là-dessus. Et ça veut dire qu'il faut que l'école enseigne la pensée informatique, donc vraiment dans la résolution de problèmes, l'algorithmique, comment fonctionnent les outils numériques, et également dans la littératie numérique. Et donc c'est là où on va retrouver la maîtrise des outils, comprendre la logique de ces outils, savoir en faire un usage réfléchi et sécurisé. Et c'est là aussi où on va trouver, en tirant le fil, tout ce qui est éducation aux médias et à l'information, l'EMI, avec donc comment faire une recherche d'informations, distinguer les sources fiables ou non, les informations fiables ou les infox. Et donc c'est là qu'on retrouve la question de l'esprit critique. Hein. Et puis il y a tout le volet de la citoyenneté numérique pour inculquer les droits et devoirs dans la vie en ligne, la protection de la vie privée, des données personnelles, la lutte contre le harcèlement, la sécurité en ligne. Voilà, toutes ces questions-là que je regroupe dans la littératie numérique. Donc ça, c'est sur le volet compétences numériques. Il y a toute une stratégie du ministère en la matière. Et puis, il y a la question du numérique et de l'IA au service de l'éducation, de la pédagogie, des apprentissages. Alors là, il y a plus de débats. C'est là où on retrouve des questions un peu tranchées sur les pour et les contre. Et c'est là aussi que l'on essaye de dépasser ce débat un peu binaire et à mon avis stérile. Pour nous ne sommes pas des technosolutionnistes béats d'admiration, etc. Nous ne sommes pas non plus ça ne serait pas évidemment notre rôle, des anti-numériques. On a, et on l'a écrit clairement dans cette stratégie, une position pragmatique qui est de dire que le numérique et les outils d'IA sont avant tout des outils parmi d'autres, qui peuvent être utiles et avoir une plus-value dans certaines séquences de pédagogie et certains cas d'apprentissage. Je sous-pèse mes mots. J'ai bien dit qu'ils peuvent, et quand je dis qu'ils peuvent, c'est sous conditions, sous un certain nombre de conditions qui sont des conditions de quels outils on utilise, quels logiciels on utilise, comment on les utilise, selon quelle modalité, avec quelle formation de ceux qui les manipulent, avec quel équipement, toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte pour savoir si à la fin, l'usage de cet outil va avoir une plus-value ou pas dans telle ou telle séquence pédagogique. Et donc l'outil peut, sous certaines conditions, avoir des plus-values en matière, vous l'avez dit, de différenciation pédagogique, d'adaptation aux besoins particuliers de certains élèves, notamment en matière de handicap et d'école inclusive. Également, et on pourra en reparler, en matière de facilitation de certains gestes professionnels de nos enseignants. Et ça, c'est particulièrement l'IA générative qui peut en cela aider dans tout ce qui est préparation de cours, d'évaluation, correction de copies, etc. L'outil peut également améliorer la communication entre école et famille, mais il ne faut pas non plus qu'elle la dégrade par une surconnexion et une trop forte intensité en la matière. Donc voilà, tout est affaire de mesure en la matière.
Donc ce qui doit guider, et c'est ce que répète à l'envi la stratégie du numérique pour l'éducation, c'est vraiment la plus-value apportée, plus-value qui doit être jugée d'abord par l'enseignant, par sa propre expérience, sa propre pratique pédagogique et sa liberté pédagogique, mais éclairée aussi, jugement éclairé par les corps d'inspection de l'éducation nationale, les partages de pratiques entre pairs et évidemment les résultats de la recherche, puisque un certain nombre de travaux, y compris pilotés par la direction numérique pour l'éducation, font travailler des laboratoires de recherche avec des équipes académiques pour se pencher sur ces questions de certaines pratiques utilisant le numérique. Mais voilà, encore une fois, pour me résumer sur ce point-là, le numérique n'est pas magique, il peut apporter une plus-value, mais ça n'est jamais systématique. Si vous trouvez des études scientifiques qui disent que le numérique est bon pour l'éducation, vous pouvez la jeter à la poubelle. Si vous trouvez une étude scientifique qui dit l'exact inverse, vous pouvez également la jeter à la poubelle. Tout est affaire à chaque fois de conditions et de manière dont l'outil est utilisé. Et donc tout ce que j'ai dit là, c'est pour le numérique de façon générale, mais en réalité peut être redit, voire renforcé par l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a une adoption massive de ces outils dans le grand public. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé, c'était il y a un an maintenant, c'était début 2025, sur un cadre d'usage de l'IA en éducation. J'ai vu également que vous aviez largement pris connaissance. J'insiste sur la manière dont nous y avons travaillé. C'est le fruit de 5 mois d'échanges intenses avec l'ensemble de la communauté éducative. Donc avec des débats vifs, on n'était pas toujours tous d'accord, donc ça a été mais très enrichissant. Plus de 500 contributions à la fin pour former un document publié en juin 2025, qui est un document donc validé à un moment donné, mais qui a vocation, c'est même inscrit dessus, à évoluer parce que la technologie évolue, parce que les pratiques évoluent, et donc on doit se maintenir à flot dessus. Globalement, ce que l'on indique en la matière, c'est d'abord partir du constat que là aussi les usages sont largement installés, donc qu'on le veuille ou non, les élèves ont un usage déjà très généralisé de ces outils, les enseignants de plus en plus également, et donc il est illusoire de vouloir interdire ou de vouloir se cacher et se mettre la tête dans le sable face à cette situation-là. Donc que faisons-nous? Et donc le cadre d'usage, il vient dire que d'abord il faut éduquer. Et donc on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès la primaire, il faut que les élèves se voient enseigner un certain nombre de bases concernant et d'enjeux concernant l'intelligence artificielle, qu'ils sachent de quoi ils retournent et sans pour autant la manipuler directement. On indique que la manipulation directe par les élèves en classe, ça n'est pas avant la 4e, ce en quoi nous avons repris les recommandations de l'UNESCO, qui préconise un âge de 13 ans, qui correspond à la classe de 4e. Donc éduquer, mais également fixer un cadre donc, pour l'usage de ces IA. On ne dit pas que les IA sont interdites, elles sont autorisées, mais avec un certain nombre de précautions. Pour le dire très rapidement, vigilance sur les données personnelles. On ne donne pas, on ne saisit aucune donnée personnelle ou sensible dans les IA grand public qui ne sont pas conformes au RGPD. On veille à l'impact environnemental quand il y a d'autres solutions technologiques moins gourmandes énergétiquement ou environnementalement, on les préfère. Transparence, quand on utilise l'IA, on le dit. Et esprit critique, toujours, on ne prend pas pour argent comptant ce qu'indique une IA, il y a toujours une relecture humaine avant. Et puis il y a la question de la triche, de l'utilisation de l'IA dans les devoirs, dans les devoirs à la maison ou sur table, qui fait également l'objet d'un cadre. Où on interdit notamment l'utilisation de logiciels de détection automatique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fiables et ils le seront de moins en moins. Et il est impensable de sanctionner à tort des élèves parce qu'il y a une suspicion d'utilisation d'une IA. Donc le flagrant délit, oui, évidemment, mais pas sur la base d'une suspicion qui plus est par un logiciel de détection inexact.
Donc voilà un peu ce que dit le cadre d'usage de l'IA. Maintenant que j'ai dit ça, l'IA interroge évidemment plus profondément encore le rôle de l'éducation. Je crois que votre questionnaire nous invitait à nous pencher sur cette question. Est-ce que nous avons affaire à une rupture anthropologique ou une simple évolution? Pour nous, la réponse est clairement qu'il s'agit d'une rupture anthropologique. On ne sera pas les premiers à le dire, mais la pensée humaine, elle est d'abord fondée sur le langage naturel, et c'est le matériau premier des IA génératives. On peut schématiquement distinguer une première rupture, une révolution cognitive qui est apparue avec le langage évolué qui nous distingue des autres espèces animales. Première rupture il y a 100 000 ans. Deuxième rupture, l'apparition de l'écriture, il y a environ 5000 ans, qui permet de nouvelles structures cognitives que la simple oralité ne permet pas, et qui surtout permet de cumuler les savoirs de génération en génération. Troisième rupture, l'imprimerie, qui vient quelque part généraliser, accélérer, démocratiser les savoirs et les rendre plus horizontaux. Et puis, on peut considérer, à mon sens, que l'IA générative constitue une dernière rupture à date, puisque pour la première fois, c'est un outil, une machine qui produit du langage. Pour la première fois dans l'histoire, la faculté qui pourtant définissait jusque-là l'humanité, qui est de produire du langage symbolique, récursif, créatif, n'est plus l'exclusivité de l'espèce humaine, puisque la machine en est capable. Et donc en cela, c'est évidemment quelque chose d'assez vertigineux, dans notamment les impacts que cela peut induire, et les questions que cela pose à l'éducation et au système éducatif, qui sont, j'en suis désolé par avance, des questions qui ne trouvent pas des réponses à ce jour fermes et définitives. On sera là pour en discuter, j'en suis sûr. Mais évidemment, ce sont des questions que l'on se pose au quotidien à la direction du numérique pour l'éducation, en lien avec deux grandes institutions au sein du ministère, que sont l'inspection générale et la direction générale de l'enseignement scolaire, que vous auditionnerez, je crois, la semaine prochaine. Peut-être dernier point, c'est une conviction, en tout cas personnelle, mais à laquelle on est nombreux à croire au sein du ministère, sur le caractère indispensable du facteur humain dans la transmission des savoirs. En cela, l'IA pose beaucoup de questions sur l'avenir des métiers. Quels sont les métiers qui vont disparaître, être transformés, se créer, etc. Ma conviction est que le métier d'enseignant, de professeur, va alors nécessairement évoluer dans ses pratiques, dans les savoirs et la manière de les enseigner, mais l'enseignant restera. L'enseignant humain, homme-femme, restera parce que la transmission des savoirs passe d'abord par le lien, la relation humaine, que la machine ne remplacera jamais. Voilà, on pourra éventuellement en dire plus, mais à ce stade, je propose de m'en tenir là. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais passer la parole à madame Cadet, mais juste, comment dirais-je, une petite anecdote à propos de la triche. Un professeur m'a dit récemment, vous savez, ce n'est pas la peine de développer des logiciels anti-triche. Une copie entièrement rédigée par l'IA a une caractéristique, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc on la repère facilement. Ben bon, c'était une boutade. Je passe la parole à madame la rapporteure pour les questions qu'elle a préparées à votre attention. Je vous en prie. Pour prolonger votre boutade, Monsieur le Président, j'ajouterais qu'ayant discuté avec quelques élèves, ils savent qu'il faut rajouter des fautes d'orthographe quand ils utilisent l'IA. Donc en fait, c'est un exercice d'orthographe inversé aussi pour eux. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Directeur, d'avoir rappelé quel était le rôle de la direction du numérique. Effectivement, système d'information, mais aussi la transformation et le numérique éducatif. On a pu se concentrer, et c'était l'objet aussi d'une question dans l'introduction du président. On a investi dans le développement d'outils. Je voulais revenir sur le P2IA. Alors, je vais le dire en vrai français, c'est le partenariat d'innovation en intelligence artificielle.
On l'a présenté comme une démarche, l'une des plus structurantes engagées par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour faire de l'IA un levier d'amélioration des apprentissages fondamentaux. C'est lancé, ça a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le SGPI et la Banque des Territoires. C'est un marché public et innovant qui visait à soutenir l'émergence de solutions EdTech qui utilisent l'IA, qui promeut ainsi la souveraineté numérique et la sécurisation des données. Vous avez rappelé votre attachement aussi à la sécurisation des données. Quel bilan peut-on en tirer ? Et puis on sait que ce programme a débouché sur des services d'assistance expérimentés en classe depuis peu de temps. On a peu de recul, mais depuis janvier 2026, en français, en mathématiques ou en langue vivante. Est-ce que vous avez un premier retour sur l'intégration et l'utilisation de ces services d'assistance ? Et surtout, quelle est l'appropriation par les enseignants et les élèves de ces outils qui ont été mis en place, dont l'Éducation nationale a pu se saisir suite à un investissement, celui de tout l'État finalement, au service de l'IA pour les apprentissages. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan plus détaillé ? Bien sûr, Madame la rapporteure, et ça contribuera également à répondre à Monsieur le Président pour la question issue de votre audition avec les EdTech. Ça fait maintenant plus d'une décennie que l'État consent effectivement un investissement assez conséquent dans la filière EdTech française, ce qui a d'ailleurs contribué à faire naître des solutions numériques françaises souveraines d'un très haut niveau de qualité quand on se compare à l'international en matière de services numériques pédagogiques. Ça a pris la forme de différents marchés publics, dont je pense le plus effectivement structurant et emblématique est celui que vous avez cité, le partenariat d'innovation en intelligence artificielle, où nous en avons deux. Un premier qui a porté sur le cycle 2, donc CP, CE1, CE2, sur l'apprentissage des fondamentaux de mathématiques et de français, qui s'est terminé l'été dernier, et un second, P2IA, qui a démarré à la rentrée dernière, qui est en phase de recherche et développement. Donc c'est la première phase du partenariat d'innovation, qui porte cette fois-ci sur le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, sur de nouveau les fondamentaux de français et de mathématiques, mais également les langues vivantes. Donc, alors sur ce deuxième P2IA, nous sommes vraiment en début de phase de recherche et développement, donc il est évidemment beaucoup trop tôt pour vous faire un retour sur les usages qui commencent à peine en test. En revanche, nous bénéficions d'un certain recul sur le P2IA sur le cycle 2, qui embarquait des technologies d'intelligence artificielle classiques. Non génératif, puisque nous étions bien avant le ChatGPT et l'ensemble des LLM que l'on connaît aujourd'hui. Globalement, donc des investissements substantiels qui ont abouti à des outils qui permettent de rendre possible un certain nombre d'éléments comme la différenciation pédagogique, ce qu'on appelle techniquement la clusterisation, c'est-à-dire le regroupement en sous-groupes d'élèves selon leurs difficultés communes pour permettre à l'enseignant de distinguer les sous-groupes ayant des difficultés communes et pouvoir apporter une remédiation adaptée à chaque sous-groupe. Voilà, ce genre de plus-value qui sont apportées. L'honnêteté oblige à dire que le niveau d'utilisation de ces outils, en tout cas pour le P2IA cycle 2, est resté, non pas confidentiel, mais relativement modéré. Il y a un outil sur l'ensemble des 5 qui ont été généralisés qui est sorti un peu du lot, c'est-à-dire qui a fait preuve d'une utilisation assez relativement massive, les autres étant restés beaucoup moins massifs. Alors, pour quelles raisons? C'est évidemment multifactoriel, mais je pense pouvoir dire ici, et c'est en lien avec toute la question du contre-source, notamment que la EdTech, les représentants des EdTech ont pu soulever. Une des raisons, c'est que le ministère n'a pas pu garantir une
pérennisation des usages de ces outils une fois le marché terminé. Pourquoi ? Parce que le P2IA, c'est un marché public comme un autre, au sens où il est sur une durée déterminée. Donc il permet d'utiliser des outils pendant la durée du marché. Une fois que le marché est terminé, la solution n'appartient pas au ministère. Elle reste la propriété de l'EdTech qui en est l'éditrice. Et pour avoir des usages au-delà du marché, il s'agit, et c'est en tout cas le modèle d'affaires qui est celui des éditeurs de solutions des solutions numériques pédagogiques, c'est un système d'abonnement annuel. Et d'où la proposition qui est née très rapidement de nos discussions avec les EdTech d'un projet de contre-source qui aurait permis dont la philosophie était de proposer une sorte de portefeuille virtuel à l'ensemble des enseignants ou équipes pédagogiques du ministère pour que chacun et chacune puisse décider, dans sa liberté pédagogique, d'acquérir telle ou telle solution numérique pédagogique pour l'utilisation avec ses élèves dans un contexte particulier, etc. Mais cette notion de contre-source nécessiter pour cela un surcroît de crédit budgétaire pour le ministère qui est, je crois que vous en avez discuté, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ce modèle-là n'a pas été jugé compatible avec la situation actuelle des finances publiques. Même si évidemment il appartient à la représentation nationale, si elle le juge nécessaire, d'accorder de tels crédits au ministère en votant la loi de finances. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui ont été décidées. Et donc, on a effectivement cette difficulté que l'on essaye de résoudre en lien avec les entreprises de l'EdTech, mais qui suppose un changement de modèle d'affaires assez conséquent pour elles. Qui suppose que l'État puisse investir des sommes pour créer de nouvelles solutions, faire de l'innovation, ce qui a été fait avec les crédits France 2030 et l'USGPI. Donc ça a été extrêmement profitable pour faire sortir de terre de telles solutions qui n'existaient pas auparavant. Mais une fois que les investissements ont été faits en matière d'innovation, d'investissement, que les outils soient utilisables sans frais supplémentaires par l'administration. Ce qui est en réalité le cas général quand on parle de système d'information classique. C'est-à-dire que moi, en tant que DSI, je reviens à mon autre casquette, quand j'achète, quand je passe commande du développement d'une application, c'est auprès de sociétés de services qui vont m'assister dans le développement d'une application, et à la fin, l'application, elle m'appartient. Et je peux soit recourir de nouveau à des sociétés de services pour la maintenir, soit internaliser complètement sa maintenance. C'est la propriété du ministère. Là, c'est un autre modèle éditeur, et qui se heurte en termes de pérennité des usages à une inadéquation avec les crédits budgétaires disponibles auprès du ministère. Et donc c'est pour ça qu'on entre en discussion depuis maintenant 2 ans avec les EdTech pour voir dans quelle mesure on peut trouver un chemin qui tende vers ce qu'on appelle des communs numériques, c'est-à-dire comment l'État peut contribuer en matière d'investissement, en phase d'investissement, à créer des nouvelles ressources innovantes qui vont pouvoir être vendues par ailleurs en dehors de la France ou dans le secteur privé, mais qui, pour le secteur public, qui en a passé commande, qu'elles puissent être utilisées sans limite de temps pour en pérenniser les usages et être maintenus en tant que commun numérique au sein du ministère. Donc c'est cette voie que l'on essaye de tracer avec le monde des EdTech, qui n'est pas simple. Certaines EdTech y ont trouvé en tout cas une voie, mais qui dépend aussi de leur propre modèle d'affaires. Donc c'est vraiment en EdTech par EdTech qu'on peut voir les modalités possibles. Mais ça reste un sujet effectivement de travail devant nous. C'est d'autant plus important que si l'État investit pour faire émerger et qu'on n'arrive pas à trouver de moyens de se développer, c'est un peu comme si on finançait quelque chose presque à perte en fait. Ça pose aussi une question éventuellement d'inégalité aussi. Si je ne trouve pas à l'école ce qui va me permettre d'apprendre, ça se passe ailleurs. On sait déjà qu'il existe tout un marché pour le soutien scolaire,
pour le soutien à l'orientation, on le sait. Est-ce que c'est pas le rôle de l'éducation nationale de pouvoir justement le faire? Je voulais vous faire un parallèle aussi avec l'édition des manuels scolaires. Aujourd'hui, on a des programmes et puis on a des manuels scolaires. Alors, on a des manuels qui se sont numérisés. On nous a dit, les représentants des EdTech notamment, mais que s'il était maintenant indispensable dans un établissement de penser à l'achat de livres pour suivre le programme, on n'avait pas encore complètement intégré le fait qu'il fallait aussi penser à l'acquisition d'outils numériques. Alors ça pose la question de qu'est-ce qui dépend de l'État, qu'est-ce qui dépend du financement des collectivités locales. Ma question, c'est comment considérez-vous que la place et le marché fait pour l'édition de manuels scolaires et pas non plus un obstacle à ce que l'on puisse développer un marché, celui de l'éducation nationale, et un marché, j'entends le fait de pouvoir développer et mettre à disposition des solutions diverses à l'ensemble des élèves et des professeurs. Comment on arrive à combiner l'unicité d'un programme, tout le monde là, avec éventuellement ce qu'il existe déjà chez les éditeurs, c'est une manière de faire vivre le programme différent, et puis d'aller encore plus loin dans la personnalisation, l'individualisation, que nous permet des outils numériques et des outils d'IA. Comment vous voyez cette cohabitation, parfois vécue comme un prolongement, parfois vécue également comme une concurrence? Alors, beaucoup de choses dans votre question. D'abord, la question des manuels scolaires, papier et ou numérique. Première chose que l'on a noté dans la stratégie du numérique pour l'éducation, c'est que les manuels scolaires doivent être papier et uniquement papier en école primaire. Notamment pour ne pas habituer trop précocement les élèves à devoir utiliser des outils numériques, notamment à la maison, dont ils pourraient faire autre chose que leur simple devoir. Donc voilà, il y a une question de cohérence à avoir en la matière. Donc voilà, à l'école primaire, les manuels sont papier et uniquement papier. Au collège, la stratégie indique que le manuel doit être papier, mais peut être complété par son équivalent numérique, que ce soit pour apporter une solution au poids des cartables scolaires, que ce soit également une manière d'enrichir les contenus accessibles à partir de ces manuels pour permettre des exercices interactifs, de l'accès à des vidéos, voilà, tout un ensemble de contenus que l'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas accéder directement avec un manuel papier, ou que ce soit également, vous l'avez dit, pour pouvoir adapter aux besoins de chacun, adapter aux handicap ou aux besoins particuliers de chacun et chacune. Donc au collège, manuel papier qui peut être complété, mais qui ne peut pas se substituer avec un complément donc, numérique. Et ça n'est qu'au lycée qu'il est autorisé le tout numérique versus le tout papier. Donc ça, c'est l'état actuel de la doctrine, entre guillemets, du ministère en la matière. Nous avons demandé collectivement à l'inspection générale de travailler sur cette question des manuels scolaires, papier et numérique, puisque nous bénéficions aujourd'hui d'un certain recul dans certains territoires sur le tout numérique. Vous avez la région Grand Est qui, depuis... avant le Covid, donc plus de 5 ans, a généralisé l'équipement des élèves d'ordinateurs portables et les manuels numériques qui vont avec, donc pour les lycéens. Et donc on a là un recul qui permet de voir quels sont les usages effectifs des manuels numériques, quels sont les avantages et inconvénients qui en sont tirés, etc. etc. Et puis on a également, là, plus proche de nous, ici en Ile-de-France, la région qui a également équipé, alors pour le coup à peu près depuis le Covid, les lycéens et d'ailleurs les enseignants d'ordinateurs. Et qui, plus récemment, a proposé des alternatives entre le manuel numérique et le manuel papier, et au sein des manuels numériques, la version des éditeurs scolaires traditionnels et des versions créées directement par les enseignants d'Île-de-France. Donc,
Je ne suis pas en capacité puisque la mission d'inspection générale est en cours, elle devrait rendre ses conclusions dans quelques semaines, mais ce sera intéressant de voir les leçons tirées de ces expériences qui sont maintenant sur une durée suffisamment longue, pour éventuellement faire évoluer, je ne sais pas dans quel sens, la doctrine du ministère sur ces questions-là. Maintenant, vous l'avez dit, on sait bien que, au-delà peut-être des enseignants qui débutent dans la carrière, qui intuitivement en tout cas, et ce sera probablement confirmé par l'inspection générale, utilisent plus de façon intégrale et complète les contenus offerts par les manuels scolaires que leurs aînés. Mais les enseignants qui ont une certaine expérience ont tendance à recréer finalement leurs propres matériaux pédagogiques, quitte à piocher dans certains matériaux existants ou à en créer d'autres en s'inspirant de certains. Et donc c'est là où un de nos communs numériques que l'on porte au sein du ministère entre en œuvre, c'est qu'on met à disposition de l'ensemble des enseignants du territoire une plateforme qui s'appuie sur le logiciel libre Moodle, qui est bien connu notamment dans l'enseignement supérieur à l'international, c'est un learning management system, comme on dit en bon français, qui permet donc à un enseignant de créer un cours, un scénario pédagogique, incluant donc des éléments de cours, des éléments d'évaluation, etc. Et que l'enseignant peut ensuite distribuer à ses élèves pour les mettre en activité dessus, que ce soit en classe pendant des temps bien déterminés ou à la maison. Et donc cette plateforme qui s'appelle ELEA permet à un enseignant de créer des contenus, de les partager entre pairs, de s'inspirer donc de contenus existants pour former leurs propres matériaux pédagogiques interactifs, qui permet un tableau de bord à l'enseignant permettant de suivre le parcours de chacun de ses élèves, bref, qui offre un certain nombre de possibilités numériques. Donc, pour nous, c'est vraiment le type de plateforme qui doit permettre, avec les nouvelles possibilités permises par l'intelligence artificielle, notamment d'adaptation de contenu aux besoins de chacun, permettant également la correction semi-automatisée d'un certain nombre de productions, la remédiation, le feedback, enfin le retour élève beaucoup plus précis, etc. Voilà, nos travaux se concentrent en la matière sur la manière dont l'intelligence artificielle peut venir améliorer finalement ces outils offerts au niveau national aux enseignants. Je ne sais pas si vous voulez compléter, parce que je monopolise la parole. Alors, juste un point, vous l'avez évoqué, revenir sur le partenariat d'innovation. Il y avait un point qui était de saine gestion des fonds nationaux, qui était que nous commandions des licences après les usages de chaque année. C'est-à-dire que nous n'étions pas à délivrer un service dont il n'y aurait pas eu d'usage, mais fort des usages réels, des demandes des professeurs. Le ministère commandait un nombre de licences qui correspondait aux besoins exprimés, pour la raison simple que des professeurs ne voulaient pas de service de tel outil. Et donc, comme monsieur le directeur l'indiquait, on constatait la réalité des usages, en fait. Donc c'était quand même assez nouveau que d'avoir cette démarche-là de commander au fil des ans, et non pas une commande aveugle, qui peut par exemple se produire parfois pour les manuels, avec très peu d'usage. Et évidemment, nous sommes complètement aveugles sur les usages réels des manuels. Donc peut-être pour faire un écho à des manuels papier, bien sûr. Et donc pour revenir en écho à ce que vous mentionniez, madame, le budget est quand même colossal, ce budget dédié aux manuels scolaires, et les budgets dont nous parlons pour le partenariat d'innovation, qui était une première en Europe, c'est une modalité de marché européenne. C'est la première fois que c'était réalisé par un État membre de cette modalité. On était sur un budget de 17,3 millions, si je me rappelle bien, et vous avez sans doute en tête le budget qu'on consacre aux manuels de la part des fonds de l'État. On est sur un ratio presque 1 à 10, pour des services qui, nous, ont duré 5 à 7 ans, et dans une période extrêmement difficile qui était celle du Covid. Et quand tous les services ne fonctionnaient plus, ou dire autrement, les choses étaient en très grande difficulté. Nous avions la chance d'avoir un des services du PDGA qui fonctionnait autour de la lecture et qui a atteint, pour vous ayez un ordre de grandeur, 30% des professeurs de France de CP, CE1, CE2 utilisent ce service. Alors peut-être, puis-je le nommer ici, c'est le service Lalilo qui est assez bien connu. Et vous avez peut-être repéré que des communes ont déclenché des acquisitions assez massives
depuis l'arrêt cet été à leur initiative pour le périmètre des écoles. Donc voilà, c'est ce qu'on a observé aussi en se disant que, alors vous l'avez mentionné, il y a une inégalité territoriale claire, puisqu'elle relève dans ce cas l'initiative de la municipalité. Mais de notre côté, avec les fonds dont on disposait, on constate que ces services semblaient suffisamment pertinents pour que d'autres décident de les prolonger. Merci beaucoup. La question de la souveraineté a déjà été évoquée, mais j'aimerais savoir quelles sont les exigences que vous apportez quand vous appréciez la mise en place d'outils IA. Alors, quand c'est soutenu par le PIA, bon, on se dit que c'est assez souverain, mais il en existe d'autres utilisés par les enseignants et par les élèves eux-mêmes. On regrette souvent le sous-équipement en matériel informatique des enseignants. Est-ce que vous pouvez dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu des facilitations, en tout cas l'aménagement de possiblement s'équiper, puisque on a encore des établissements où les enseignants n'ont pas forcément, ne serait-ce que l'écran, le téléphone ou la connexion. Où on en est aujourd'hui et quelles sont, à votre avis, les utilisations de modèles d'IA tels que ceux présentés par quelques GAFAM gratuits. Et donc, quel est le risque éventuellement aussi qui pèse sur la sécurisation des données utilisées par les professeurs? Je sais que dans le domaine de l'entreprise, on parle du shadow IA. Alors, c'est difficile de voir quelque chose qui est plutôt sous les radars, mais est-ce que vous pouvez nous dire la façon dont se sont améliorés ces dernières années, non seulement l'équipement des enseignants, les pratiques des enseignants concernant l'utilisation d'outils plus souverains que d'autres, et comment aller plus loin? Alors, en matière d'équipement, il faut distinguer les équipements des établissements et les équipements des enseignants, les équipements individuels des enseignants. Donc les équipements des établissements, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, relèvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des collectivités territoriales, donc les communes pour les écoles primaires, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Cette compétence qui a été réaffirmée dans le cadre de la loi dite Payon de 2013 est largement bien comprise des collectivités territoriales désormais, parce qu'il y a pu y avoir un certain débat il y a quelques années, mais c'est une compétence qui est bien établie désormais. Qui a été largement aidé pour les primo-équipements par l'État, notamment par à la fois les crédits d'investissement d'avenir, mais également les crédits du plan de relance, puisque, et notamment au niveau des communes, il y a eu des enveloppes substantielles qui ont permis les primo-équipements des communes, que ce soit en tableau numérique interactif, en ordinateur, tablette, etc. Et donc, on essaye de suivre les taux d'équipement de l'ensemble des établissements scolaires, mais ça n'est pas une donnée immédiatement accessible, puisque relevant des collectivités territoriales et donc relevant de remontées, de collecte de données parfois un peu compliquées, mais qu'on essaye d'organiser intelligemment avec les représentants des élus. Mais voilà, aujourd'hui, on a un taux, d'abord j'ai oublié le nom de notre document en la matière, mais un document qui donne une référence de ce que doit être l'équipement numérique d'une école, petite, moyenne, grande, d'un collège, d'un lycée, voilà, qui permet aux collectivités de s'appuyer dessus pour savoir quel niveau d'équipement mettre en place. Et donc on essaye de voir le taux d'établissement qui respecte ce minimum d'équipement qui a été cadré par le ministère en lien avec les associations d'élus. Et globalement, donc je ne peux pas donner de chiffres scientifiques aujourd'hui, mais aujourd'hui on arrive à un équipement qui est relativement bon en moyenne de l'ensemble des établissements scolaires. Il n'est pas parfait partout, etc. Mais globalement on a beaucoup progressé en la matière, ce qui fait que le sujet des équipements, il peut rester localement à cet endroit, mais il est moins un enjeu qu'il y a 10 ans par exemple.
C'est sur les équipements des établissements. Sur les équipements des enseignants eux-mêmes, alors là, ça relève vraiment de l'équipement personnel. Ils ont cette prime qui a été accordée il y a maintenant près d'une dizaine d'années de 150 € chaque année qui est spécifiquement prévue pour les équipements personnels. On peut débattre du montant, mais en tout cas, c'est la situation. Et alors, certaines collectivités accordent par ailleurs, mais ça c'est un choix de leur part, un équipement aux enseignants de son territoire. Donc ça c'est pour les équipements. Ensuite sur les ressources et services numériques pédagogiques ou services numériques tout court qui sont utilisés, notamment l'intelligence artificielle, qui sont utilisés par ces enseignants. Là encore, le ministère apporte un certain nombre de cadres et notamment toute ressource numérique pédagogique tierce, c'est-à-dire qui vient d'un éditeur privé, souverain ou pas souverain, enfin, doit, pour être utilisé via un environnement numérique de travail, un ENT, qui sont les portails d'accès à ces ressources numériques pédagogiques et qui sont des portails qui sont là encore opérés par les collectivités territoriales. Pour qu'une ressource numérique donc puisse se trouver dans un ENT, elle doit être accrochée techniquement à une brique du système d'information du ministère qui s'appelle le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Et tout accrochage technique au GAR est précédé par une analyse du respect du RGPD par la dite ressource. Et donc, les éditeurs des ressources en question doivent procéder à un rapport complet sur les technologies utilisées, la manière dont sont utilisées les données, quelles sont les données qui sont utilisées, pour qu'on ait cette analyse d'un point de vue RGPD. Donc, toute ressource, tout service numérique pédagogique accroché au GAR est garanti en cela d'un plein respect du RGPD. Et quand donc des LLM sont en jeu, eh bien ça nécessite soit une garantie absolue qu'aucune donnée personnelle n'y soit intégrée, mais la garantie en la matière est quand même difficile à apporter parce qu'à la fin c'est quand même l'usager lui-même qui décide des données qui y saisit. Soit recours à des LLM qui respectent le RGPD, donc des LLM qui sont soit des moteurs open source hébergés souverainement, soit un moteur de type Mistral ou en tout cas européen qui respecte le RGPD. Mais voilà, il y a cette grille d'analyse qui est obligatoire. Donc ça c'est pour le non-shadow, hein, les usages assumés, officiels de l'IA. Maintenant, il y a effectivement les usages en dehors des ENT de ces dispositifs. Et donc là, j'en reviens à mon cadre d'usage de l'IA en éducation. On s'en remet nécessairement à l'intelligence et à la bonne utilisation par les utilisateurs finaux que sont les enseignants des outils. Et donc, ils peuvent, encore une fois, utiliser des outils d'intelligence artificielle générative grand public à condition qu'aucune donnée personnelle, sensible, confidentielle ou quoi que ce soit n'y soit intégrée. Donc ça pose un cadre, mais ça pose immédiatement une autre question qui est, très bien, mais comment l'État m'outille, moi enseignant, quand j'ai des besoins en matière d'IA qui nécessitent, en tout cas qui intègrent un tant soit peu quelques données personnelles. Et donc c'est ce sur quoi nous essayons de travailler, avec toujours la question de la soutenabilité budgétaire derrière. Hein. Donc il y a deux aspects. D'une part, il y a tous les usages de l'IA pour l'administratif, on va dire. Et donc en ça, on s'appuie sur les travaux interministériels pilotés par la DINUM et auxquels nous sommes partie prenante autour de l'assistant IA, qui est motorisé derrière par un moteur, un LLM Mistral hébergé souverainement chez un clouder français. Et donc ces usages, il y a une plateforme qui est labellisée SecNumCloud, hein, donc au plus haut niveau de sécurité et de souveraineté.
Donc nous nous appuyons sur ces travaux interministériels pour proposer, je l'espère au plus grand nombre demain, ces outils souverains pour permettre, mais c'est plutôt pour les usages administratifs, et puis pour les usages plus pédagogiques, notamment des enseignants, pour la préparation de cours, la correction de copies, pour ce genre de cas d'usage, eh bien nous souhaitons avancer, là encore, et en lien avec des crédits d'investissement de France 2030, pour concevoir des solutions, là encore souveraines, reliées à notre écosystème. Je parlais d'ELEA tout à l'heure, la plateforme Moodle que nous proposons à l'ensemble de nos enseignants. L'idée, donc, c'est d'intégrer des services d'IA souverains dans cette plateforme pour permettre et pour libérer quelque part des usages d'IA sécurisés, respectueux des données personnelles pour un certain nombre de gestes pédagogiques de nos enseignants. Je ne sais pas si vous voulez, Axel, tu veux compléter. Un point qu'on constate donc, en étudiant donc, avec Elie aussi sur la recherche appliquée dans les pratiques, on est dans une période qui reste une très forte période d'accélération. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'évidemment les élèves se sont appropriés les shadow pratiques que vous mentionniez il y a bien longtemps, très rapidement. Ce qui n'était pas le cas des enseignants au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'effet de sidération, tout le monde a constaté quelque chose de vertigineux en termes d'efficacité ou de réalisation, mais pas dans l'appropriation des usages professionnels de la part des enseignants. C'est ce qu'on a constaté dans les premières années. Mais c'est moins le cas maintenant. C'est-à-dire que l'accélération s'est produite avec un léger décalage, également du point de vue des usages. Et après, nous aussi, en transparence aussi avec vous, il se trouve que les élèves s'en emparent, les enseignants s'en emparent, et l'administration aussi a ce temps de réflexion qu'il lui faut pour se dire que quelque chose se produit de systémique, de massif, et qui nécessite des besoins de formation comme jamais, sans doute, le ministère n'en a croisé par le passé. Monsieur le directeur l'indiquait, il y a déjà eu des transformations précédentes, mais les précédentes transformations, Internet par exemple, prenaient 20 ans. Ça laisse beaucoup de temps pour s'adapter. Là, on vit une période d'accélération comme on en a rarement connu. Et donc les élèves s'en sont emparés rapidement, massivement, sans avoir un esprit très critique et une distanciation nécessaire par rapport aux productions. Les professeurs étaient très critiques, sans les utiliser suffisamment pour percevoir les potentialités des services. Et nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est donc le ministère, avons mis un temps important à se dire que quelque chose de systémique nécessitait des formations comme des besoins dans la durée, mais comme nous n'en avions jamais accompagné. Et d'ici, bien sûr. Très bien. Oui, monsieur Alouche, allez-y. Oui, j'apporte quelques compléments sur la consultation qui a eu lieu sur le cadre d'usage, dont j'ai été chargé à la demande de monsieur le baron. Donc c'est une consultation effectivement qui a permis d'identifier chez les personnes consultées, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les professeurs, les parents, les élèves, à la fois des points d'inquiétude et des points de confiance. Et ce qui est positif, c'est que sur les points de confiance, il y avait une forte attente auprès de l'institution. C'est-à-dire qu'une forte attente auprès du ministère de l'Éducation nationale pour fournir un cadre, justement. C'est-à-dire que le cadre apparaissait comme vraiment attendu. Et ça, c'est un point positif. Et parmi les points d'inquiétude ou les facteurs de risque, il y avait la perte du lien humain. C'est-à-dire le fait qu'avec l'IA, il y avait un risque qu'effectivement, de plus en plus de services numériques, venaient en remplacement ou en substitution de l'acte humain d'enseigner. Et puis, il y avait aussi le fait qu'il y avait une mise en fragilité, des données. C'est-à-dire, justement, et c'est là qu'on est intervenu, justement, pour rappeler le cadre légal et instaurer un cadre à la fois éthique et déontologique pour accompagner les enseignants. Donc, on est vraiment là sur un accompagnement. Le cadre d'usage était attendu. Actuellement, nous le mettons en discussion dans le cadre de notre communauté de pratique qui s'appelle la CREA. Donc, c'est une communauté de réflexion sur l'IA en éducation. Et nous avons recueilli plusieurs dizaines de contributions pour voir un petit peu comment le cadre pouvait évoluer. Et il y avait, donc dans les contributions actuelles, il y a une forte attente évidemment pour la formation, pour inclure aussi des thématiques qui sont peut-être moins présentes, qui sont les thématiques d'inclusion, d'équité, d'accessibilité. Et puis surtout être dans l'explicitation des principes de transparence et d'esprit critique. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'a dit monsieur le baron tout à l'heure, on est sur des potentialités. Et il ne faut jamais perdre de vue que les outils d'IA, les services d'IA, ne remplissent tel ou tel service qu'à condition qu'il y ait des choix humains.
Donc il faut bien rappeler que l'IA est d'abord une émanation de l'intelligence humaine. Et ça, on le rappelle aussi dans les interventions et dans les formations que l'on organise. Et que face à cela, il y a un effet miroir sur ce que peut ou ne peut pas l'intelligence humaine. Et surtout, on rappelle, et on vient de le faire dans notre brochure IA Éducation qu'on vient de publier il y a quelques jours, qui est accessible en ligne. Et on pourra vous fournir le lien, voilà. Et on rappelle en introduction de la brochure ce qui est du domaine du calculable, c'est-à-dire ce qui peut effectivement être rempli par des services d'IA, c'est-à-dire tout ce qui est imitation, simulation, optimisation, et tout ce qui ne peut pas être remplacé par des services d'IA, et tout ce qui ne peut pas, c'est l'acte d'apprentissage, l'acte d'enseignement, et c'est aussi la production de savoir. Et c'est pour ça qu'on travaille avec la recherche. Donc on anime des groupes de travail qu'on appelle les groupes thématiques numériques, qui nous aident aussi à faire des états réguliers de la recherche, avec cette réserve près, mais vous la connaissez comme moi, c'est qu'on est dans une phase de très très forte accélération. C'est-à-dire ce que dit la recherche tel jour ou telle année ou tel mois peut être remis en cause très peu de temps après. Donc on est très vigilant aussi sur... Donc on vous fournira évidemment, si vous le souhaitez, un état global de la recherche sur l'IA en éducation qui est très volatile. On a très peu encore de certitude, mais ce que l'on sait, c'est qu'on est dans une période de très forte accélération et on est dans une période qu'un chercheur récemment a qualifiée d'incertitude normative. C'est-à-dire qu'il y a une accélération technologique qui bouscule évidemment les cadres normatifs, notamment les cadres, on va dire, de ce qui peut relever de l'accompagnement des apprentissages, des textes officiels. Et donc là, effectivement, le cadre d'usage tel qu'il a été conçu, c'était aussi pour rassurer et pour dire que l'utilisation de l'IA n'est possible qu'au regard des exigences de l'école républicaine, des objectifs de l'école républicaine et de l'acte humain d'enseignement, mais aussi de pilotage, aussi évidemment par rapport aux tâches administratives. Voilà. Donc ce mot aussi pour dire qu'on travaille de façon très rapprochée avec la recherche. Donc on est sur ce qu'on appelle la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on est dans une recherche qui tout le temps est orientée vers les politiques publiques et vers l'application dans le cadre des politiques publiques. Et c'est comme ça aussi qu'on a travaillé sur le cadre d'usage, où on a aussi consulté la recherche, et on a consulté bien sûr le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui il y a quelques jours vient de publier ses recommandations justement sur l'utilisation de l'IA en éducation. Donc ces recommandations viennent éclairer le cadre d'usage, viennent en complément sur les aspects proprement et directement pédagogiques. Et là aussi, évidemment, on pourra vous renvoyer vers ces publications et vers la récente conférence que vient organiser le CESEN. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Alouche. Madame la rapporteure, nous approchons, me semble-t-il, du terme de notre audition. Exactement. Nous avons eu à 14 heures. Je ne me trompe pas. Donc, messieurs, écoutez, monsieur le directeur, messieurs, merci infiniment pour votre contribution au travail de cette mission d'information. Nous sommes évidemment très preneurs de tous les documents, informations qu'évoquait monsieur Alouche dans son propos final. Nos administrateurs en feront leur miel et madame la rapporteure, évidemment, aussi. En tout cas, merci infiniment. Ce que je retiens, c'est que manifestement, le ministère est très mobilisé. Et qu'il est très conscient des enjeux, d'une part, de cette révolution anthropologique, et nous interrogeons la DGESCO notamment sur le plan de formation des professeurs qui doit accompagner ce bouleversement. Merci beaucoup, monsieur le directeur et messieurs. Bonne fin de journée. La séance est levée provisoirement pour quelques minutes avant d'accueillir la BNF. Merci. Merci à vous.
Bien, je pense que